Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette 4e édition du World French Restaurant, un événement organisé par l'Association française des maîtres restaurateurs. On va essayer de ne pas perdre de temps parce qu'on enchaîne d'ici quelques minutes sur un autre lieu et une autre conférence. Olivier, je vous en prie, asseyez-vous. Donc je vais inviter à me rejoindre sur scène Olivier qui est déjà là, Frédéric Berkmiller, Patrice Marchand et Cédric Barberet. On peut les applaudir peut-être. Messieurs, bienvenue à Nancy. L'idée de cet exercice-là sur la petite demi-heure, parce qu'on fera une autre salve de 4 invités d'ici quelques minutes, c'est un petit peu de parler de votre parcours. Grand témoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire des témoignages, ça veut dire qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cet univers? Est-ce que c'est la passion? Est-ce que c'est des rencontres? Est-ce que c'est un univers familial? On va peut-être commencer par Olivier. Je crois, Olivier, que le dimanche, il y a quelques années, vous étiez dans la cuisine avec votre grand-mère. Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de vous lancer dans une aventure culinaire? Bonjour à tous. Je me présente Olivier Corticato. Je suis basé au Vietnam, à Da Nang. J'ai la chance et l'honneur de posséder un restaurant français en centre Vietnam et, comme vous l'avez dit, la passion m'a amené à cuisiner depuis mes 14 ans. Et j'ai même attaqué avec la grand-mère dans les casseroles et dans les marmites. Et maintenant, c'est une réalité qui s'applique tous les jours au centre Vietnam. Et ça me fait plaisir d'être avec tout le monde, de rencontrer Patrice que je revois de temps en temps par chez nous, et des nouveaux confrères et consoeurs. Donc merci de nous accueillir aujourd'hui. Merci. On va l'applaudir, vous avez raison. Merci Olivier d'être avec nous. Peut-être Patrice, le local de l'étape, mais international dans l'âme et dans les fonctions aussi, et dans son quotidien. Patrice, c'est aussi une histoire de famille chez vous. Alors oui, non, mais nous, ça fait pas longtemps. Hein. On a commencé en 1880. 1880, on est d'accord. 1880. Non, en fait, à la base, on est les plus anciens fromagers affineurs français. Et il y a 26 ans, mes deux frères, on a perdu notre mère il y a 27 ans, et mes deux frères ont décidé de racheter l'entreprise à notre père pour qu'il puisse prendre une retraite méritée, comme c'était prévu avec ma mère. Et moi, j'étais le vilain petit canard de la famille, parce que moi, j'étais pas dans le fromage. J'étais parti à l'école hôtelière de Lausanne, et formation hôtelière, formation restauration. Et lorsque mes deux frères m'ont dit, ben voilà, il faut que tu viennes avec nous et on rachète tous ensemble, j'ai dit oui, mais moi, je veux pas être derrière un rayon de fromage. Et je dis, soit on achète un hôtel ou un restaurant, c'est ma formation. Et c'est de là qu'est venu le rachat du restaurant où on va dîner ce soir. Et depuis, le chemin, j'ai parcouru un petit peu de chemin, on a agrandi, puis à un moment donné, j'ai décidé de revenir dans le fromage et d'exporter nos fromages, parce que beaucoup d'amis à moi de Lausanne sont à travers le monde, et à chaque fois que je voyageais, c'était toujours où est-ce qu'on peut trouver tes fromages, où est-ce qu'on peut trouver des fromages comme ça. Et en fait, c'est ce qui m'a donné vraiment l'envie, après de nombreux séjours au Japon, entre autres, d'exporter. Et principalement sur l'Asie, Asie et puis Moyen-Orient. Et du coup, c'est des rencontres avec Olivier que j'ai connu à Hong Kong dans un restaurant, après que j'ai retrouvé au Vietnam. Et lorsqu'on rencontre des restaurateurs passionnés comme lui, c'est juste du bonheur. On s'est encore vu il y a 2 mois à peine, j'étais à Ho Chi Minh, on a dîné ensemble chez un autre futur World French Restaurant, qui s'appelle Thierry Mounon, extraordinaire, et ça fait partie de ces échanges-là qui sont importants dans notre vie et qui nous donnent du baume au cœur, parce qu'on voit tous les restaurateurs français qui ont du mal avec du personnel, avec les aléas de tous les jours. Et lorsque on va à l'étranger, on se rend compte aussi que la difficulté, elle est parfois encore plus importante là-bas, mais ils arrivent à faire des choses extraordinaires et que c'est des gens passionnés. Bon, je vais arrêter de parler parce que sinon je parle longtemps, mais désolé. Non, c'est bien, on aime les gens passionnés, on va en parler. Cédric, c'est aussi, je crois, une passion qui a commencé Villefranche-sur-Saône, c'est ça? Avant de partir vers les États-Unis. Ça fonctionne. Ouais. Moi, je suis de la région lyonnaise d'origine, et mes parents avaient une pâtisserie, et donc tout petit,
J'ai vécu dans la pâtisserie. L'école n'était pas vraiment mon objectif, on va dire. Donc, j'ai commencé à travailler à l'âge de 14-15 ans, un peu à aider mes parents, à aider un peu à la pâtisserie, à faire des concours. Et c'est devenu une passion. Et cette passion est devenue une profession. Et donc après, j'ai décidé de faire un peu plus de maîtrise. Donc je suis parti dans le sud de la France. J'ai essayé de m'aguerrir comme beaucoup dans notre profession, aller travailler dans des grandes maisons comme on peut, essayer d'apprendre des nouvelles techniques. Et l'envie de partir à l'étranger m'a toujours attiré. Et les États-Unis ont été une opportunité qui m'est arrivée il y a une trentaine d'années. Et j'y suis parti, mais je suis jamais revenu. J'y suis parti, mais je suis jamais revenu en France. Et donc j'ai fait pratiquement toutes mes bases dans différents États, la Floride, le Nevada, la Pennsylvanie maintenant. Et à l'heure actuelle, avec ma femme, on s'est installé à côté de Lancaster, à Philadelphie. Et nous avons une pâtisserie française. Je suis pâtissier d'origine, avec un restaurant, un bistrot. On va dire plus bistronomique, et ça marche très bien. Surtout le week-end et tout ça, donc c'est une bonne nécessité. On vient juste d'ouvrir aussi maintenant un concept coffee shop avec ce qu'on appelle les donuts maintenant, qui sont très populaires, qui est le croissant américain pour nous ici là-bas, et ça marche bien. Donc il y a un bon retour. Donc à partir du moment où on veut s'expatrier et qu'on a la passion et le faire vouloir travailler et d'accepter aussi la culture où on est, tout est possible. Frédéric, vous partagez ce constat. Vous êtes parti, allez, un peu moins loin, mais quand même. Vous êtes parti à Londres au départ, je crois, vous allez nous le redire. Et puis après... Oui, moi j'ai quitté la France en 88. J'avais tout juste 18 ans pour Londres, en fait. Et je suis parti après avoir fait 4 ans d'apprentissage. Je suis entré en cuisine un petit peu par accident à l'âge de 14 ans. J'étais un petit peu le vilain canard, donc on m'a dit que j'irais cuisiner. Donc j'ai passé 4 ans en cuisine, qui n'étaient pas spécialement très appréciables. Et je ne me suis pas rendu compte très rapidement des bases que j'avais appris et du métier que j'avais appris. C'est plus tard, en continuant à travailler, que je me suis aperçu que j'avais un petit peu de valeur. Donc je peux dire qu'en fait, la passion n'est venue que vers 22, 23, 24 ans, en fait. Il a fallu que je travaille assez longtemps avant de pouvoir apprécier la cuisine et d'y trouver du plaisir. Donc la passion est venue tranquillement, en fait. Je ne peux pas dire que c'est ma grand-mère qui m'a montré à cuisiner. Par contre, on a toujours bien mangé à la maison. Ça a toujours été très important. Les repas de famille, les fêtes, les dimanches, etc. quoi. Et aujourd'hui, vous mettez en valeur le terroir écossais. Le terroir écossais, ouais. Ouais. J'ai de la chance d'habiter à Édimbourg. Et le terroir écossais est vraiment très, très, très large. On parle de gibier à poil, à plume, de volaille, de bovin, de fruits de mer, évidemment, de poissons. Donc on couvre un petit peu quand même tous les aspects de la cuisine. Il manquait une chose un petit peu, c'est les légumes. Et ça, je m'y suis mis un petit peu dans les 10 dernières années. Et aujourd'hui, on exploite 1200 mètres carrés de potager pour le restaurant. Donc je suis un petit peu jardinier-cuisinier, ou cuisinier-jardinier, comme vous voulez. Olivier, au Vietnam, comment ça se passe sur, par exemple, l'approvisionnement, les circuits courts? Est-ce que c'est des choses complètement différentes par rapport à ici? Est-ce que vous avez dû aussi imprimer un petit peu la marque française, entre guillemets, ce que vous aviez pu apprendre ici? Je crois que vous êtes passé par un restaurant étoilé dans votre carrière, et puis avant de partir à l'étranger. Est-ce qu'il y a comme ça une petite marque française, des choses que vous avez emportées avec vous dans vos valises? Des choses que j'ai emportées, oui. Après, il y a surtout des choses qu'on va adapter dans le pays dans lequel on est. C'est-à-dire que l'apport journalier, l'importation n'est pas la même chose, les produits ne sont pas les mêmes. À défaut, la technique et la cuisine française est capable de s'adapter en fonction de ce qu'on peut trouver, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas la même saisonnalité ou le même fruit de mer, il goûte différent, qu'on ne peut pas faire une cuisine française de qualité. À défaut, on peut trouver des produits, même des fois meilleurs que ce qu'on arrive à trouver ici. Après, il va y avoir des grosses choses qu'on va mettre en place. On va retirer beaucoup d'ingrédients qu'on va mettre au quotidien en France. On va alléger notre cuisine. On va réduire le sel, par exemple. On va utiliser des alternatives à ça. Au Vietnam, moi, je travaille beaucoup la sauce poisson, alors que dans la cuisine française, ça n'existe absolument pas. Donc voilà, il va y avoir des choses comme ça qui vont être au quotidien juste une question d'adaptation.
mais c'est pas pour autant qu'on ne reste pas sur les goûts et sur les saveurs que les gens peuvent escompter et vouloir avoir de cette cuisine française. Patrice, on en reparlera demain, mais sur voilà, cette marque française à l'international, vous, surtout le fromage, quand même un produit français, ou du moins à l'international, on a cette image-là. C'est quelque chose qui fonctionne tout de suite, ou vous avez dû un petit peu aller convaincre Alors, il faut toujours convaincre. Et puis, le travail, on y va au fur et à mesure. On a commencé vraiment l'exportation sur l'Asie en 2011 avec un premier festival international du fromage afin de faire découvrir les fromages. Et avec mes frères, on a toujours déterminé que pour pouvoir progresser dans un pays, il fallait faire absolument de l'éducation. Après, on y va étape par étape. Nous, on a le temps. Comme je disais, on est la 6e génération, il y a la 7e génération qui est déjà en place, qui commence chez nous. Notre objectif, juste nous, c'est, avec mes frères, c'est d'être sur tous les continents au moment où on va prendre notre retraite d'ici une dizaine d'années. Enfin, pour moi en tout cas. Ça, c'est mon objectif. Et maintenant, pays par pays, c'est du travail. Olivier me voit régulièrement, mais parce que au Vietnam, je vais y aller 5-6 fois par an. À Hong Kong, j'y vais 5-7 fois par an. Enfin, tous les pays, et on fait à peu près 150 événements par an. Mais c'est des événements pour justement faire de l'éducation, faire découvrir. Mais au fur et à mesure, on a de la chance. On a des producteurs en France extraordinaires. J'ai un frère qui affine de manière merveilleuse et c'est des fromages qui plaisent. Moi, quand je les vois à Da Nang, la dernière fois, j'ai fait une soirée au mois de novembre chez Olivier. Il n'y avait que des clients hongkongais qui étaient là le soir-là. Et il y avait plus de la moitié qui nous connaissaient, alors qu'on se retrouvait au cœur du Vietnam. Mais ça va être pays par pays, mais c'est vraiment beaucoup d'abnégation. Il y a du travail tout le temps. Et c'est de la présence. Cédric, vous confirmez ça aussi, le fait d'aller chercher aussi le client, de se démarquer, de proposer quelque chose un peu d'innovant peut-être? C'est quelque chose qui fonctionne aux États-Unis ou c'est plus sur la tradition peut-être? On travaille sur les deux en fait. Il y a quand même une adaptation de la culture du pays où on est. Mais on peut amener toutes les techniques et le savoir-faire qu'on a appris. Après, il y a... nous, dans le concept qu'on a fait, on a remarqué que petit à petit, le produit qu'on voulait faire et qu'on voulait américaniser plus ou moins, dans la pâtisserie par exemple, ne marchait pas nécessairement et que les gens étaient vachement plus attirés par les produits de tradition française. Bon, après, il y a une culture américaine qui aime ce qui est très français et tout ça. Après, dans la cuisine, on est resté quand même sur du traditionnel. On a des chefs qui ont eu des bases françaises ou quoi que ce soit, donc pas nécessairement français, mais qui ont une technique et qui ont les apports. Mais c'est vraiment différent du côté pâtisserie et du côté restauration. Dans la restauration, on est resté vachement plus traditionnel, mais dans la oui, plus traditionnel. Mais dans la pâtisserie française, on a voulu apporter ce côté un peu américain, et ça n'a pas nécessairement marché. Après, on travaille beaucoup avec des produits locaux. Ferme. On travaille aussi beaucoup de produits français et d'import. Après, c'est un mélange, mais je pense que chaque culture et chaque endroit va avoir sa petite note un peu spéciale. Après, il y a toujours des petits trucs qu'on peut rajouter qui font une valeur ajoutée sur le produit qu'on fait. On va déjà devoir conclure la première partie de cette table ronde. Juste peut-être, vu qu'on est dans une partie témoignage, grand témoin, si vous aviez un mot ou un conseil à donner à un jeune ou un moins jeune d'ailleurs qui a envie de tenter une expérience à l'international, de se lancer comme ça, d'aller essayer de se frotter un peu à d'autres univers, ça serait quoi? Quel conseil vous pourriez leur donner? Je sais pas. Je dirais qu'il faut rester humble et ne pas y aller avec une pensée que le pays hôte ne sait pas cuisiner. Et je pense que de plus en plus maintenant, le niveau monte de partout à l'étranger. Et c'était même très surprenant qu'on peut arriver à avoir des chefs à l'étranger qui ne sont pas français et qui peuvent avoir des sacrés talents quand même. Donc, et puis après, s'adapter aussi à la culture. Il faut quand même pouvoir
comprendre et apprécier le pays où on est. Olivier, vous vouliez compléter? Moi, je pense qu'on vous entend. Je pense que je suis l'un des plus jeunes de l'Assemblée, donc je peux me permettre de parler de ça. Moi, ça fait quasiment 9 ans que je me suis expatrié. Et le seul vrai conseil, c'est d'essayer. Parce qu'en fait, on a un pays qui est extraordinaire, mais on a souvent tendance à se trouver des excuses et à pas vouloir passer le cap. Alors que notre savoir-faire et notre culture est extraordinaire et se balader nous... Se balader nous enrichit beaucoup plus. Voilà, je ne sais pas, le micro ne fonctionne plus. Peut-être pour conclure, Frédéric, si vous aviez aussi, avant de passer à Patrice, un petit mot. Moi, je pense que je dirais aux jeunes qu'il ne faut surtout pas hésiter, regarder un petit peu où ils vont, mais surtout ne pas trop réfléchir, enfin, sur la décision et faire le pas, parce qu'on peut toujours rentrer au cas où, hein, c'est jamais un souci, quoi. Mais les destinations sont nombreuses et calculer un petit peu la destination avec une envie, une volonté, et puis surtout y aller, pas hésiter à partir avec un sac à dos, quoi. Patrice, vous confirmez, sac à dos, l'envie, rester humble? Alors, rester humble, ça c'est sûr. Et moi, j'ai toujours pris comme exemple les vins, les vins du monde et puis les vins français. Et j'ai vu tellement de viticulteurs ou de gens qui disaient de toute façon, il n'y a que les vins français qui existent, alors que lorsqu'on est à l'étranger, justement, les vins du monde, du reste du monde, sont vraiment très importants. Et ça, c'est le côté humble. Après, je pense que la zone de confort de chacun, on doit se la dépasser. Moi, j'ai une chance énorme, c'est d'avoir dépassé cette zone de confort, et que ma zone de confort, c'est le monde entier. Moi, j'ai plus de soucis de ça. Et comme Olivier, quand il va, ou comme vous, à partir du moment où on est parti, notre zone de confort, on l'a complètement éclatée. Et à partir du moment où on l'a éclatée, on peut tout faire. Parfait. On peut les applaudir. Merci, messieurs. Je vous invite à regagner la salle. On va lancer une deuxième tournée sur ces grands témoignages. Alors, j'invite à nous rejoindre sur scène Bruno Roth, consul de Côte d'Ivoire à Nancy. Michel Gauchot, la présidente de la Bibliothèque universitaire américaine de Nancy. Philippe Tixier, qui s'occupe des audits pour le WFR. Et également Monsieur Manzi, Théo Manzi, qui va pouvoir lui nous parler d'un restaurant au Congo, celui de Sabine Camilleri. Hop. C'est oublié, mais c'est pas grave, on rattrapera juste après. Hop. Je vous invite peut-être à démarrer, Monsieur Manzi. On doit parler ensemble. Et le représentant de l'Académie culinaire de France, bien sûr, qui nous rejoint. Oui, on vous entend. Ça marche. Ça marche. Bien. Peut-être nous parler de ce restaurant de Sabine qui a été labellisé, hein, qui est labellisé. Alors, elle n'est pas là, donc vous avez la lourde tâche de la représenter, du moins de nous en parler. Mais je voulais faire une petite introduction par rapport au titre, bien sûr, par rapport à l'association éphémère, dont moi je suis dedans depuis le 2010. Et lorsque j'ai parlé de ça à Sabine, bon, il y a aussi des mots à transmettre. On parlait de transmission, les jeunes, voilà, c'était ça. Et j'ai dit, tu sais, moi, quand il y a eu ce titre de maître restaurateur, j'ai sauté dessus parce que, bon, les guides, ça allait à un certain moment, mais j'en avais marre. Et donc, cette passion, comme moi, elle a accroché tout de suite. Alors, en parlant de Sabine, depuis toute petite, était là-dedans parce que son papa, malheureusement, est décédé, avait un restaurant gastronomique à Kinshasa. Donc, elle a trottiné dans le restaurant. Voilà. Quand son papa il est décédé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a importé à Kinshasa des chefs français que j'ai rencontrés lors d'un Syrah il y a quelques années, avec qui j'ai beaucoup discuté. Le mec, il envoie du lourd. Très bien. Donc, si vous voulez, la base de sa cuisine, c'est du French à 100%. Et après, il y a les aides autour. C'est quelqu'un de passionné. C'est une fille extraordinaire. Parce que si elle n'est pas là que je la représente, c'est parce que, comme vous avez vu à la télé, il y a des gros soucis à Kinshasa. Elle a son restaurant. Elle a aussi une pâtisserie top. À 300 mètres de l'ambassade de France qui a été attaquée. Ils étaient devant chez elle, puis ils ont changé d'avis, ils se sont fait le supermarché. Donc elle m'a téléphoné, elle m'a dit, Théo, je ne vais pas pouvoir venir, sois gentil, c'est toi qui vas à ma place. J'ai dit, mais Carole est au courant de tout. Mais c'est une fille vraiment extrêmement passionnée. Et moi, je suis en admiration. Voilà. Pardon, voilà, stop. J'ai débranché le téléphone et la montre, elle a sonné. Je suis désolé. En plus, c'était ma femme.
Donc voilà, je suis très heureux d'être ici parce que Carole m'a invité à venir justement représenter Sabine. Je le fais bien volontiers parce que la FMR, c'est quelque chose que j'ai dans mon cœur et que je continue parce que maintenant j'ai le titre d'ambassadeur, donc je ne suis plus maître restaurateur parce que bon, le mien de restaurant à Nice, au bout de 38 ans, il a fallu que je le vende pour des raisons X et Y. Voilà. Parfait, merci monsieur. Je vous en prie. On passe d'un ambassadeur à un consul honoraire, monsieur Roth. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, moi je sais pas si je suis légitime au sens de la cuisine, même si j'aime bien cuisiner, mais il est vrai que j'ai aussi la passion de l'Afrique, là, à la fois sur l'aspect diplomatique, mais aussi économique. Et le cœur d'un restaurant, c'est aussi un endroit où on lit beaucoup de choses, où des affaires se passent. Alors, pour raisonner un peu macro au niveau de l'Afrique, là, il est vrai qu'on a une classe moyenne qui émerge, et qui veut dire qu'avec cette émergence de la classe moyenne, il y a donc un système de restauration qui se met en place, de qualité, avec tout l'aspect formation, règles sanitaires à mettre en place, avec l'aspect chaîne du froid, avec les approvisionnements à gérer. Donc là, aujourd'hui, on a, quel que soit le pays, et je pourrais évoquer un peu la Côte d'Ivoire tout à l'heure d'une façon un peu plus globale, on a des restaurants de qualité. L'Afrique noire est quand même aujourd'hui dans une économie très informelle, ce qui veut dire qu'on a presque 60-70% du marché qui est informel. Sur la Côte d'Ivoire, on a plus de 15 000 restaurants, hein, donc, parce que quand on dit restaurant, c'est aussi bien les petits restaurants de rue que les maquis, voire les restaurants. Hein. Si on évoque certains restaurants à Abidjan, on a des gens qui ont des brigades de 40-50 personnes, donc on a quand même des restaurants de qualité. Avec aussi des coûts, il faut voir que le salaire moyen, c'est éventuellement le prix d'un repas dans ce genre de restaurant. Donc voilà, donc ce qui veut dire que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Maintenant, on a vraiment une volonté de vouloir progresser dans la qualité de la restauration pour pouvoir aussi avoir un tourisme là qui permet d'avoir un accueil avec des établissements de qualité. Parfait. Alors, on peut passer la parole à votre voisin. Philippe, vous êtes le spécialiste des audits pour la FMR. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste, peut-être sur cette partie-là. Et je crois que vous avez, parce que vous en avez fait un certain nombre du coup pour le WFR, pour les labelliser World French Restaurant, et il me semble que vous avez observé des choses assez similaires finalement entre les continents. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'ai le plaisir et la chance de travailler avec le WFR et la FMR sur la labellisation à l'international et d'avoir essayé de rendre ces audits accessibles en pouvant les faire en étant à l'extérieur, en étant en France et en faisant l'audit en étant là sans être là, pour pouvoir percevoir le sens profond qu'a voulu mettre le restaurateur dans ce restaurant. Et au-delà de l'amour de la France et de la gastronomie française qu'on retrouve là, bien sûr, comme prérequis, je dirais, sur l'ensemble des restaurants, il y a 3 points qui m'ont interpellé parce que c'est des choses que j'ai retrouvées dans tous les restaurants, dans les 4 continents que j'ai eu la chance d'auditer, et avec la même force et la même importance. Ces 3 choses, c'est la transmission. C'est la première valeur que j'ai trouvée. Tous ces restaurateurs ont la volonté de transmettre leur amour, leur passion auprès des gens qui font monter en compétences et qui rendent, j'allais dire, employables et avec une valeur ajoutée très importante pour le pays. Comme vous le disiez, en développement, la formation est un point super important. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé partout. Le deuxième, je vais utiliser un mot qui n'est pas très joli, mais le sens me plaît bien, c'est l'assimilation. L'assimilation au sens, j'allais dire littéral du terme, c'est la capacité qu'a un organisme à transformer en sa nature propre les choses qui l'intègrent. Et c'est clairement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les restaurateurs sont tous très humbles. Ils ont pris pour transformer dans leur cuisine, à la fois la territorialité, le territoire des restaurants, c'est-à-dire les produits qu'on va trouver. Ils ont également intégré aussi les recettes, les produits, et ils les ont assimilés pour faire quelque chose de très français dans leur cuisine, sans dénaturer justement cet esprit francophone. Et puis le troisième point, et c'est le thème de nos 2 journées, c'est l'engagement. Aujourd'hui, les restaurateurs que j'ai croisés, quels que soient les pays, ont un engagement très fort dans leur rôle et sociétal et environnemental.
Aujourd'hui, on a des gens qui sont, vous parliez des difficultés qu'on peut rencontrer en ce moment à Kinshasa, des gens comme Sabine, pour éviter que le personnel soit obligé de circuler dans Kinshasa en pleine nuit, a mis en place un système qui lui permet de les conserver, de dormir sur place et d'aller rejoindre leur famille quand c'est un peu plus sûr. Et c'est vraiment ce rôle social qui est très important. Et bien sûr, environnemental, on va parler des ressources. Aujourd'hui, de toute façon, soit on monte dans le train tout de suite, soit on va devoir le subir dans les 10 années qui arrivent. Et je vais m'arrêter parce que sinon je parle trop. Merci. On peut peut-être passer la parole à James Madera, évidemment figure de l'Académie culinaire de France. Ces valeurs fortes d'engagement, de transmission, de partage, c'est des choses que évidemment vous défendez aussi au sein de l'Académie. C'est quelque chose qui pour moi a un vrai sens, pour l'Académie culinaire de France également. Alors je me sens en bon voisinage, hein. Je suis également disciple d'Auguste Escoffier. La cuisine avant tout, elle réunit. Je pense très souvent à Pierre-Marie Antoine Carême qui œuvrait pour un certain Talleyrand. En 1815, on parlait de cuisine diplomatique. Talleyrand était diplomate, prince, enfin il avait de nombreux titres, mais il avait surtout le mérite de réunir à sa table des personnes qui n'étaient pas forcément d'accord au début du repas. Et ce repas aidant, on arrivait à avoir de vrais échanges et à construire quelque chose. Et je crois que par les temps que nous vivons aujourd'hui, il nous faut des Talleyrand et il nous faut des Carême. Les cuisiniers que nous avons vus tout à l'heure sur scène et notre frère Marchand, je pense que ce sont de vrais ambassadeurs de France. La France, bien que souvent imitée en matière de cuisine, on pourra noter que les plats de quelques pays d'origine qu'ils soient, à un moment donné, pour qu'ils soient commercialisables, reproductibles à l'infini, ils vont être francisés dans leur présentation, dans leur méthode, dans l'assaisonnement. Et les chefs français qui œuvrent à l'étranger, auprès de l'Académie culinaire de France, au dernier pointage, nous étions 1600 dans le monde, bien que le cercle des chefs n'en comporte que 80, ce sont les éminences. Frédéric fait partie de l'Académie culinaire de France. J'espère qu'un jour Fred sautera le pas, car pour moi ce sont des héros, ce sont des ambassadeurs de France qui œuvrent en silence à l'étranger en mettant un pas devant l'autre. Et c'est tellement important de montrer au monde que la France est un pays de paix à travers cette cuisine saine, ce qui est symbolique et qui est un symbole d'union. Alors peut-être que tout comme Napoléon, un de ces 4 matins, nos chefs d'État se lèveront et se diront il faut absolument s'asseoir avec le tsar, vous voyez de lequel je parle, pour avoir un repas fait par un Talleyrand, enfin organisé par un Talleyrand moderne et orchestré par des chefs de la hauteur d'Escoffier, de la hauteur de Pierre-Marie Antoine Carême. Je suis persuadé que prochainement des dîners de la paix aideraient beaucoup à ce que le monde redevienne apaisé. Merci, espérons que ces belles pensées et paroles soient entendues. Merci, merci messieurs pour cette belle entrée en matière. Et pour ce lancement du World French Restaurant, on va poursuivre dans un autre lieu, au Muséum Aquarium, pour faire un plongeon dans la mer et dans les océans d'ici quelques minutes. Merci messieurs, merci à tous. Down time, I should
So then I blow